Okay, so I don't know if everyone's ready or not. Um, just a disclaimer that the opinions stated in this speech are my own, so they by no means reflects anyone else's, and you may disagree, but I'm the speaker. Okay. So, et le discours sera en français. Bonjour. C'est le mois de l'histoire des Noirs ici au Canada et aux États-Unis. C'est un moment propice pour réfléchir sur non seulement les nombreuses contributions des Noirs au monde, mais aussi de faire une introspection sur nos propres questions d'identité, de culture et d'autres éléments qui peuvent porter des moments de confrontation avec soi qui soient difficiles, voire même soulever des traumatismes. J'ai donc moi-même profité de l'occasion pour m'instruire davantage et j'ai fait des recherches sur la différence entre l'esclavage au Canada et aux États-Unis. J'ai constaté la façon singulière dont les Canadiens décrivent notre histoire. En effet, nous peignons souvent un tableau beaucoup plus lumineux de l'esclavage que n'est peut-être la réalité. L'histoire de l'esclavage des Noirs au Canada est souvent éclipsée par celle, certes beaucoup plus tumultueuse, de l'esclavage pratiqué ailleurs en Amérique. Par exemple, nous parlons souvent du fait que, en tant que Canadiens, nous étions un paradis de liberté euh, pour les esclaves à l'époque américains qui s'enfuyaient ici. Nous étions le dernier terminus du chemin de fer souterrain. Et ce n'est pas faux. On estime que entre 30 000 et 40 000 personnes en quête de liberté sont entrées au Canada et y ont trouvé refuge au cours des dernières décennies d'esclavage aux États-Unis. Par contre, tout comme notre histoire avec le peuple autochtone du Canada, les peuples autochtones, il y a un côté sombre qui, je crois, échappe à l'imaginaire courant. Nous ne parlons pas du fait, par exemple, que nous, ici aussi, avions légalisé l'esclavage. Il est beaucoup plus confortable en tant que Canadien de s'installer confortablement dans notre fauteuil avec un popcorn et de montrer du doigt nos voisins du Sud comme étant les seuls coupables de l'esclavage. Je crois aussi que les différences de fonctionnement de l'esclavage dans les deux pays expliquent probablement en partie certaines des différences d'expérience que nous connaissons aujourd'hui ou que les Noirs connaissent aujourd'hui dans le contexte du BLM où la vie des Noirs compte. Bon, nous connaissons tous très bien l'esclavage aux États-Unis. Grandes plantations, abus massifs, grande quantité de personnes regroupées, familles déchirées, personnes vendues, expédiées dans différentes parties du pays au gré de qui que ce soit. Mais au Canada, c'est un peu différent. Premièrement, nous n'avons pas de climat chaud et nous n'avons pas de champs à labourer toute l'année. Au Canada, que vous soyez en général, ce sont des travailleurs saisonniers ou temporaires de l'agriculture, soit des esclaves qui vivent seuls ou en très petits groupes dans des maisons essentiellement riches ou de classe moyenne, et ces esclaves s'occupaient de toute la maison. Donc, l'esclavage était présent, mais à une échelle beaucoup plus petite, et c'était beaucoup plus éparpillé. Si vous étiez esclave noir à l'époque, au Canada, il aurait été beaucoup plus difficile de trouver une communauté dans laquelle se réfugier parce qu'il n'y avait simplement pas de regroupement d'esclaves. Et donc, je crois que le fait d'avoir été éparpillé et de ne pas avoir de collectivité noire a eu un impact sur les expériences noires, même des personnes noires aujourd'hui. Imaginez-vous, vous n'avez pas d'homologue avec qui partager vos circonstances. Vous êtes peut-être la seule personne noire au bureau ou dans une maison quelconque. Et tout cela peut mener à une déconnexion et un désengagement avec vos racines. Et je crois justement que c'est pour ça que le mouvement de Black Lives Matter est beaucoup moins prononcé ici au Canada qu'aux États-Unis.
Dans le même ordre d'idées, en raison du nombre faible de personnes noires qui sont installées au pays depuis longtemps, il y a absence de mémoire intergénérationnelle. Les Noirs au Canada ne sont pas tous descendants d'esclaves. Il y a eu des immigrations, par exemple d'Haïti et de d'autres pays qui contribuent à cette diversité noire et diversité multiculturelle du Canada. Donc, il n'y a pas vraiment de mémoire collective pour s'approprier du sujet. Et puis, il y a toute cette histoire d'identité canadienne mélangée dans tout cela. Qu'est-ce que ça signifie d'être Canadien noir ou Canadien asiatique ou Canadien hispanophone? Moi, même si je ne suis pas noire, comme vous pouvez le constater, je peux comprendre. Euh, je suis née à Montréal. Pardon, je ne suis pas née à Montréal. Je suis née en Chine, j'ai grandi à Montréal, j'ai appris le français à l'école et ensuite j'ai déménagé à Toronto où je me suis confrontée à la culture canadienne anglophone. Mais dans mon cœur, je suis plutôt francophone, canadienne, chinoise. Mais je n'arrivais pas à trouver de collectivité euh, francophone ici à Toronto. Je sais que cette communauté existe, mais où est-elle? Ce ne sera pas écrit sur le visage de quelqu'un qu'il est francophone. Donc, j'ai un peu délaissé ce côté francophone. Ne serait-ce que pour l'interprétation, je crois que je ne parlerai même plus français à Toronto. Et aussi, je me souviens quand j'étais jeune, j'ai vu une publicité canadienne qui s'appelle Je suis canadien. Donc, c'était un monsieur qui s'appelait Joe. J'étais très jeune à l'époque, je crois que j'avais 7 ans, 8 ans. Il s'appelait Joe et il énumérait toutes ces choses qui le rendaient canadien. Mais par contre, je ne comprenais rien à cette liste. Je ne m'identifiais à aucun des éléments qui avaient été énumérés. Et donc, je me pose la question naturellement, est-ce que c'est ça être canadien ou canadienne? Donc, est-ce que ça veut dire que moi, je ne suis pas canadienne? Qui suis-je? Donc, vous pouvez voir qu'au Canada, les choses sont un petit peu plus compliquées pour différentes raisons. Donc, ce mois-ci, je vous invite à vous éduquer, à vous instruire. J'ai personnellement récemment lu un livre de l'auteur noir canadien Jael Richardson qui s'intitule Gutter Child ou L'enfant des gouttières. Vous pouvez vous imaginer. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille noire, 14 ans, qui entre à la Livingstone Academy, qui est une espèce de pensionnat où elle est envoyée après la mort de sa mère blanche. Elle entre dans un système où, parce qu'elle est noire, elle doit travailler pour rembourser sa soi-disant dette envers la société. Et une fois cette dette repayée, elle pourra atteindre finalement cette liberté tant convoitée. Bon, le livre dépeint un monde fictif et il n'est pas vrai, mais il est entièrement reconnaissable. Il s'agit d'un livre qui parle d'un système où il est beaucoup plus difficile pour un groupe de s'épanouir que pour toutes les autres. Et ça vous interpelle à vous poser des questions difficiles. Quelle serait votre vie si vous étiez né dans un monde conçu pour votre échec? Pensez-y. Vous savez, je vais vous donner un exemple, par exemple. Euh, Nous savons que si nous voulons provoquer de réels changements dans la société, s'engager en politique est la meilleure façon, la façon la plus directe de pouvoir défendre les causes qui nous sont les plus chères. Mais au Canada, par opposition aux États-Unis où Kamala Harris maintenant et anciennement Barack Obama étaient en poste, c'était des personnes de couleur dans des postes haut placés, président, vice-présidente des États-Unis. Au Canada, la représentation n'est pas toujours là, malgré le fait que 25% des Canadiens sont soi-disant racialisés. Et j'utilise le mot racialisé pour représenter toute personne de couleur, noire, incluant les peuples autochtones. Donc, quelques statistiques. Le Parti libéral de Justin Trudeau euh, avait fait de la parité des sexes un sujet de discussion important après les élections de 2015. Bon, c'est un très bon point de départ, mais c'est loin d'être suffisant. Comme je l'ai dit, un quart de la population
canadienne est racialisée. Mais selon l'article que j'ai lu récemment, les 4 principaux partis politiques du Canada n'atteignent pas ce chiffre. Par exemple, le Parti populaire canadien de Maxime Bernier n'a que 10% de ses candidats qui sont non blancs. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce phénomène? Je crois que ça s'explique en partie par le privilège systémique, appelons-le ainsi. Lorsque vous êtes un immigrant récent et que vous essayez de gagner votre vie dans un nouveau pays, ou que vous êtes un autochtone encore aux prises avec un traumatisme intergénérationnel qui a été subi par vos grands-parents, ou que vous êtes un adolescent noir, je ne sais pas, dans un quartier défavorisé et que vous devez travailler pour soutenir aux besoins de votre famille, est-ce que vous allez vraiment penser à vous inscrire à l'école des arts libéraux d'Ivy League pour devenir fonctionnaire? Je ne crois pas. Je crois que vous allez davantage privilégier les professions telles qu'être médecin ou avocat ou comptable pour pouvoir gagner votre vie. Et donc, ça devient un cercle vicieux où les immigrants ou ceux qui sont dans des systèmes défavorisés n'ont pas accès ou ne songent pas à entrer dans les systèmes privilégiés. Et donc, les systèmes privilégiés qui représentent l'intérêt du peuple n'arrivent plus à représenter le peuple. Vous pouvez voir, c'est un problème. Donc, je vais conclure en résumant le fait que même si on est au Canada, nous avons nos propres problèmes d'ethnicité, nous avons nos problèmes de culture et d'identité. Le Canada, d'emblée, est un magnifique pays. La plupart du temps, nous avons plus ou moins l'égalité des droits, ou du moins nous cherchons à y arriver, à garantir ces droits. Mais je crois qu'on a un peu un malaise structurel. Nous avons une tendance à enterrer les choses au lieu de les affronter de front. Et comme nous l'avons appris de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada, il faut d'abord mettre en lumière la vérité. Il faut que dans la société courante, tout le monde puisse être d'accord sur certaines vérités pour ensuite passer à la réconciliation. Sans vérité, il n'y a pas de réconciliation. Donc, si au Canada, on pense que le Black Lives Matter, c'est seulement une histoire des États-Unis qui n'a rien à voir avec nous, eh bien là, on sera très loin d'arriver à toute réconciliation éventuelle. J'invite donc mes amis canadiens à davantage s'approprier de courage et de s'instruire sur ces sujets qui sont très importants dans la scène mondiale. Comme l'avait dit Martin Luther King, très approprié étant donné le sujet du jour, la mesure ultime d'un homme n'est pas de savoir où il se trouve dans les moments de confort, mais plutôt où il se trouve dans les moments de défi et de difficulté. Merci.